dans un quartier calme, une vieille femme noire, connue pour toujours cuisiner pour ses voisins, menait une vie paisible et chaleureuse. C'était une femme qui, malgré sa solitude, ouvrait sa porte pour aider tous ceux qui en avaient besoin. Une nuit pluvieuse, elle a répondu à un léger coup et a trouvé un garçon de 10 ans, frissonnant et meurtri, fuyant un beau-père violent. Sans hésitation, elle l'a accueilli, l'a nourri, l'a protégé et a appelé la police. Des années plus tard, ce même garçon, aujourd'hui juge fédéral, est revenu pour lui rendre sa gentillesse et lui a demandé de l'appeler « maman ». Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous regardez, nous aimons entendre vos pensées. Dans un coin tranquille d'un quartier de Géorgie, où les porches craquaient avec le temps et où les magnolias s'inclinaient doucement sur les trottoirs fissurés, se dressait une modeste petite maison au bout de Willow Street. Ce n'était ni grandiose ni fraîchement repeint, mais il y avait quelque chose qu'aucun agent immobilier ne pouvait énumérer, une âme. Les murs, bien que usés, avaient été imprégnés de décennies de rire, de musique gospel et du doux parfum du pain de maïs cuit au four, qui semblait planer autour des fenêtres comme un tapis accueillant. C'était la maison de Mama Jo. Mama Jo n'était pas célèbre. Elle n'avait pas de diplôme sur ses murs et ne conduisait pas de nouvelles voitures, son pick-up Ford usé était le seul qu'elle possédait, et il sifflait les matins froids. Mais tout le monde dans Willow Street et au-delà la connaissait. Certains l'appelaient la sainte du porche, tandis que d'autres l'appelaient simplement maman. Elle avait une façon d'elle qui vous faisait sentir comme si vous apparteniez à elle, même si vous n'étiez que de passage. Mama Jo avait 50 ans, même si elle ne le dirait jamais à voix haute. L'âge n'était pas un fardeau pour elle, c'était comme une vieille couverture décolorée par endroits, rapiécée par des souvenirs, mais toujours chaude et belle. Elle vivait seule, non par malheur, mais par choix tranquille. Son mari était décédé il y a des décennies et ses enfants étaient dispersés à travers les États, liés par des emplois, des familles et leur propre vie. Pourtant, Mama Jo n'a jamais laissé la solitude trouver une place pour s'asseoir dans sa maison. Sa table était toujours mise pour plus d'une personne. Les étrangers sont devenus des voisins, les voisins sont devenus une famille et une famille enfin, elle n'a jamais lâché sa famille, pas vraiment. Ce jour-là avait été comme les autres. Une lumière dorée se répandait dans son jardin, où les tomates grimpaient sur les clôtures et le chou vert atteignait le ciel. Elle fredonnait un hymne tout en remuant un pot de guimbaud, épais et parfumé. Chaque mouvement de sa main était un paisible rituel d'amour. La radio crépitait dans le coin, moitié Louis Armstrong, moitié statique, mais elle aimait ça. Elle bougeait lentement maintenant, l'âge avait pris sa part, mais son cœur battait toujours aussi fort. C'était le genre de soirée où rien ne semblait urgent. Les enfants rentraient chez eux à vélo, les lumières du porche clignotaient comme des lucioles qui se réveillaient et quelque part, un chien a aboyé une fois avant de se taire. Mama Jo venait de sortir du four une poêle de pain de maïs, dont la croûte était parfaitement dorée, lorsqu'elle l'entendit, un coup doux et hésitant. Peu de gens sont venus aussi tard. Elle s'essuya les mains sur son tablier, consciente mais pas alarmée, ceux qui en avaient assez vu, comme Mama Jo, savaient que les ennuis ne criaient pas toujours. Parfois, ils respiraient à peine. Elle a ouvert la porte et tout ce qu'elle pensait savoir sur la paix a changé. Debout, il y avait un garçon d'un accent grave peine 10 ans, trempé par la bruine. Ses bras étaient étroitement croisés sur sa poitrine, non seulement frissonnant de froid, mais de quelque chose de plus profond. Sa peau était pâle sous des bleus, un œil légèrement gonflé, le genre de blessure qu'on n'obtient pas en trébuchant. Ses lèvres étaient craquelées et ses vêtements trop fins pour la fraîcheur du soir. Mais ce qui la brisait le plus, c'était la façon dont il la regardait non pas avec peur, mais avec épuisement. Il ressemblait à quelqu'un qui courait depuis trop longtemps, ne sachant pas s'il courait vers l'espoir ou loin du désespoir. Il n'a pas dit grand-chose, seulement 4 mots, « S'il vous plaît, ne me forcez pas à partir ». Sans hésitation, Mama Jo a tendu la main, non pas avec des questions ou des conditions, mais avec la certitude de quelqu'un qui sait que l'amour ne demande pas d'explication. Elle l'a accueilli, a fermé la porte et c'est ainsi qu'un nouveau chapitre a commencé, non seulement pour le garçon, mais pour la femme de 72 ans qui avait toujours cru que la porte d'entrée n'était jamais censée être une barrière mais un pont. La porte se referma derrière eux, marquant la fin d'un monde et le début d'un autre. Dans la cuisine de Mama Jo, la chaude lumière ambrée enveloppait le garçon comme un châle. L'odeur du pain de maïs et du gombo mijotant remplissait l'air, ancrant le moment avec un sentiment d'appartenance, même si le silence pesait lourdement entre eux. Ils se tenaient dans l'entrée, laissant couler une petite flaque d'eau sur le linoléum délavé, les bras toujours croisés, les yeux se dirigeant vers les coins comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un surgisse de l'ombre. Maman Jo ne l'a pas pressée. À 72 ans,
elle connaissait la valeur du silence et le poids qu'il portait. Elle se tourna simplement vers la cuisinière, sortit un torchon propre du tiroir et le posa doucement sur la table avant de verser la soupe dans un large bol en céramique. « J'ai fait ça avec du gombo et des saucisses fumées, dit-elle doucement, sans le regarder directement. Il fait un peu chaud, mais c'est doux pour le ventre. » Elle posa le bol, ajouta une épaisse tranche de pain de maïs, encore chaude du four, et recula, lui laissant de l'espace. Au début, le garçon ne bougeait pas. Mais ensuite, prudemment, comme un trust d'expérimentation animale égaré, il s'est approché de la table. Ses doigts tremblaient alors qu'il attrapait la cuillère. La première bouchée fut lente, presque suspecte, mais la seconde fut plus rapide. Il ne parlait pas, mais son corps oui, l'affaissement de ses épaules, la façon dont sa respiration ralentissait, l'éclat d'incrédulité que quelqu'un ait fait quelque chose juste pour lui. Maman Joe regardait depuis l'évier, essuyant tranquillement une assiette qui n'avait pas besoin de sécher, ses yeux ne le quittant jamais. Les bleus sur ses bras, juste sous la manche de son t-shirt trempé, racontaient une histoire que sa bouche ne pouvait supporter de raconter. Elle en avait assez vu au cours de ces années, ce dont les gens ne voulaient pas parler, ce que la loi oubliait parfois et ce que les enfants étaient obligés d'endurer en silence. Quand il eut fini, il la regarda pour la première fois. Dans ses yeux, elle vit la question qu'il avait trop peur pour poser, « Suis-je en sécurité ici ?» Elle hocha la tête comme si elle répondait à une prière. « Tu as un nom, bébé ?» Sa voix était veloutée mais ferme, le genre de voix qui ne s'offusquait pas lorsqu'elle était calme. Le garçon hésita, puis murmura, « Nathan. » Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis un moment ou peut-être avait-il appris à arrêter de le dire quand personne ne l'utilisait avec bonté. Maman Joe l'a répété, comme si c'était sacré. « Nathan, dit-elle en souriant doucement. C'est un nom fort. Fort comme des racines. » Il hocha la tête une fois, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, n'appelez personne. Tout ira bien. Je ne peux pas y retourner. » Et voilà, la supplication sous le silence, la terreur enveloppée dans l'obéissance. Maman Joe s'avança lentement, fouilla dans le tiroir près du réfrigérateur et en sortit une couverture afghane délavée. Elle le posa sur ses épaules avec le genre de soin qui le fit tressaillir. « Pas parce que ça faisait mal, dit-elle calmement, mais parce que ce n'était pas le cas. Je ne te renvoie pas, chérie, dit-elle d'une voix ferme. Pas ce soir, jamais en danger. Mais je dois appeler quelqu'un qui puisse t'aider de la bonne manière. Tu es en sécurité ici d'ici là, tu m'entends ? » Sa lèvre frémit et pour la première fois, une larme coula sur sa joue. Il n'est pas tombé dans un sanglot, il a juste roulé silencieusement, comme s'il attendait la permission. Maman Joe lui prit doucement la joue, son pouce effaçant la larme avec tout le respect d'une mère bordant son enfant. Elle le laissa à table et entra dans la pièce voisine, décrochant le téléphone à cadran qui cliquait à chaque tour de cadran. Sa voix était ferme alors qu'elle donnait son nom et son adresse à la dépêche de la police locale, demandant « Non, instruire ?» Qu'un agent formé en protection de l'enfance intervienne en s'assurant qu'aucun uniforme ni aucune lampe clignotante ne dérange l'enfant qui vient de recommencer à respirer. Au moment où elle revint, Nathan était recroquevillé sur son canapé, enveloppé dans l'afghan, le bol à soupe vide posé soigneusement sur la table basse à côté de lui. Il somnolait déjà, le genre de sommeil qui ne survient qu'après une longue et dure peur. Maman Joe était assise à côté de lui, sans dire un mot, une main posée légèrement sur son épaule, sa présence étant une promesse silencieuse. Elle savait que le système ne fonctionnait pas toujours correctement, mais jusqu'à ce que le matin vienne et que quelqu'un frappe pour lui apporter des réponses, elle tiendrait la nuit comme un bouclier autour de ce garçon et s'assurerait que, pour une fois dans sa vie, il ne soit pas seul. Les heures passèrent tranquillement, enveloppées dans le doux tic-tac de la vieille horloge murale et le gémissement occasionnel du vent effleurant les fenêtres. Dehors, la pluie s'était ralentie pour devenir un murmure, du genre qui effleurait à peine les marches du porche mais laissait l'air chargé de souvenirs. À l'intérieur, maman Joe ne dormait pas. Elle était assise dans son fauteuil usé en face du canapé, un châle tricoté drapé sur ses épaules, les mains croisées sur ses genoux, ses yeux ne quittant jamais Nathan. Il y avait quelque chose de sacré à veiller sur quelqu'un qui ne savait pas encore demander protection. Elle l'avait déjà fait auparavant, avait élevé, nourri et gardé trop de morceaux brisés au cours de sa vie. Mais ce garçon était entré dans un silence criant et une immobilité qui tremblait à chaque souffle. À l'aube, alors que la lumière pénétrait doucement à travers les rideaux de dentelle, elle entendit enfin frapper. C'était ferme, pas agressif, et lorsqu'elle ouvrit la porte, c'était exactement comme elle l'avait demandé, pas de sirène, pas d'uniforme,
pas de projecteur. Une femme se tenait là, la quarantaine peut-être, les cheveux tirés en arrière, un presse-papier à la main, les yeux calmes mais alertes. Son nom était Madame Raymond, travailleuse sociale au ministère des Services à la Famille et à l'Enfance. Elle parlait à voix basse, avec respect, et Mama Jo appréciait cela. Nathan dormait toujours sur le canapé, lové dans la couverture comme si c'était un cocon. Ils étaient assis dans la cuisine, juste hors de portée de voix, buvant du café faible et partageant de dures vérités. Mama Jo a décrit les bleus, la peur dans les yeux du garçon, la façon dont il tressaillait devant la gentillesse. Madame Raymond hocha lentement la tête, prenant des notes avec un porte-mine qui grattait doucement son presse-papier. Il s'est déjà enfui, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour n'importe qui d'autre. Mais cette fois, quelqu'un a ouvert la porte. Quand le moment est venu de le réveiller, Maman Jo l'a fait elle-même. Elle s'assit à côté de lui, posa doucement une main sur son épaule et murmura son nom comme une berceuse à l'envers. Il remua, les yeux clignant des yeux avec la panique de quelqu'un qui s'attend à être enlevé. Mais ensuite il l'a vue. Juste elle, et la peur s'est atténuée, non pas disparue, mais plus silencieuse. « Nathan, bébé, dit-elle doucement, il y a une gentille dame ici qui veut t'aider. Elle ne va pas te faire de mal, mais nous devons parler de ce qui se passera ensuite. » Il s'assit lentement, les bras serrés autour de ses genoux. Il ne regardait pas Madame Raymond, juste Mama Jo. « Dois-je partir ?» La question n'a pas été posée avec rébellion. C'était calme, vaincu, comme s'il connaissait déjà la réponse et se préparait à en supporter la douleur. Mama Jo prit sa petite main dans la sienne, son pouce traçant de l'encercle sur ses jointures. « Pas maintenant, et pas d'où tu viens. Cela ne se reproduira plus jamais. Tu m'entends ?» Madame Raymond s'agenouilla à côté d'eux, d'un ton professionnel, mais empreint d'une réelle chaleur. « Nathan, nous allons te trouver un endroit sûr, une famille d'accueil où tu seras pris en charge. Mais pour les prochains jours, si Miss Joséphine est d'accord, tu peux rester ici pendant que nous peaufinons les détails. » Mama Jo n'a pas bronché à l'utilisation de son nom complet. Elle hocha fermement la tête. « Il a déjà une chambre, dit-elle, même si elle ne l'avait pas nettoyée depuis des années. Il avait appartenu à son neveu, mais le lit était toujours là et la couette encore fraîche avec du savon à la lavande. Et j'ai fait suffisamment de courses pour une semaine. Je n'ai pas besoin de chèque du gouvernement. J'ai juste besoin de savoir qu'il ne retournera pas en enfer. » Nathan cligna des yeux à cela, quelque chose entre l'incrédulité et l'espoir vacillant dans ses yeux. Maman Jo l'a aidé à se lever du canapé, l'a conduit jusqu'à la chambre d'amis avec ses murs jaunes et ses affiches de baseball décolorées, et lui a dit qu'il pouvait déballer son cœur ici, une pièce à la fois. Plus tard dans la matinée, elle l'a emmené faire du shopping, pas pour des jouets, elle n'était pas du genre à gâter, mais pour des chaussettes sans trous, sa propre brosse à dents et une veste en jean d'occasion qu'il avait choisie avec un sourire si petit qu'il comptait à peine comme un sourire. Mais Maman Jo l'a vu. Elle a tout remarqué. Au cours des jours suivants, il a dégelé, non pas d'un seul coup, et non sans ombre. Il faisait des cauchemars, serrait les poings lorsque les gens marchaient trop vite et oubliait parfois de parler. Mais chaque fois qu'il se cassait, Mama Jo était là pour tenir les bords jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau être entier. Elle lui a appris à remuer la rue sans la brûler, à écosser les petits pois avec patience et à lire la météo grâce au bruissement du vent dans l'arbre. En retour, il a commencé à faire confiance, non pas avec des mots, mais avec des actions, la façon dont il mettait la table sans qu'on le lui demande, ou la façon dont il appuyait légèrement sa tête contre son épaule pendant l'heure de l'évangile le dimanche après-midi. Et lorsque Madame Raymond est revenue une semaine plus tard avec la nouvelle d'un placement en famille d'accueil disponible, Nathan n'a pas pleuré, mais ses mains ont tremblé pendant qu'il emballait ses affaires, quelques vêtements, un livre que Mama Jo lui avait donné et le petit cahier qu'elle avait glissé sous son oreiller. Sur la première page, de son écriture soignée et bouclée, elle avait écrit « Vous êtes vu. Vous êtes en sécurité. Vous êtes quelqu'un. » Il se tenait près de la porte, son sac à dos en bandoulière, les yeux rivés sur les marches du porche. « Est-ce que je te reverrai ?» a-t-il demandé, et Mama Jo, forte de 72 ans et toujours invaincue par le temps, lui a tendu la main et lui a pris la joue. « Tu le feras, bébé. Je serai là, et tu reviendras quand tu seras prêt. Cette porte ne se ferme pas aux gens qui ont besoin d'amour. » Il hocha la tête, les lèvres serrées, et suivit Madame Raymond dans l'allée. Mama Jo les regarda disparaître au coin de la rue, sa main posée légèrement sur le cadre de la porte ouverte. La maison était redevenue calme, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de vivant avait pris racine.
Et même si elle ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, la graine qu'elle avait plantée chez ce garçon à travers la soupe, le silence et le simple fait de le voir grandissait déjà, atteignant quelque chose bien au-delà de Willow Street. Les jours qui ont suivi le départ de Nathan ont été longs et lents, comme le temps quand quelque chose de cher a été pris, mais pas vraiment perdu. Mama Jo est revenue à ses routines, tôt le matin avec une radio gospel, des biscuits au four à 7 heures, s'occupant de son jardin l'après-midi. Mais le calme à l'intérieur de sa maison avait changé de forme. Ce n'était pas exactement la solitude. Elle avait vécu seule pendant des années, mais maintenant le silence résonnait de souvenirs, les pas d'un enfant résonnant doucement sur le parquet, le bruit des couverts tintant doucement dans un bol, le murmure sourd d'un garçon essayant de lire à haute voix. Pendant ce temps, le chemin de Nathan empruntait une route semée d'incertitudes. Le foyer d'accueil était sûr, du moins en apparence. Des vêtements propres, des repas réguliers, une chambre à lui, mais rien n'avait le goût du Gimbo de Mama Jo, et personne ne prononçait son nom avec la douceur qu'elle avait. Ces nouveaux gardiens étaient gentils mais distants, faisant de leur mieux à travers l'épais brouillard du système. L'école était pire. Il était calme, en décalage, souvent seul. D'autres enfants se moquaient de son silence, le prenant pour de l'arrogance ou de la maladresse. Il lisait ses mots chaque matin avant le cours, ses doigts traçant l'encre comme s'il s'agissait d'une écriture sacrée. Vous êtes vu. Vous êtes en sécurité. Vous êtes quelqu'un. Cette seule page est devenue sa boussole. Cela n'a pas tout réglé. Pas au début, mais cela l'a stabilisé. Au collège, il a rejoint l'équipe de débat, se surprenant lui-même. Il a découvert que les mots pouvaient être une armure, une logique, une sorte d'épée. Au lycée, il remporte des concours d'État. Il est diplômé premier de sa promotion. Grâce à une bourse, il est entré à l'université, déterminé non seulement à réussir, mais aussi à construire quelque chose de plus grand que lui. Les années passèrent comme les chapitres d'un livre usé. Nathan a poursuivi ses études en droit, a travaillé auprès de juges respectés, s'est porté volontaire pour des programmes de défense de la jeunesse, portant en lui le devoir sacré de protection. Il n'avait toujours pas de parents officiels. Aucun héritage transmis par le sang, mais il portait les paroles de Mama Jo comme un héritage. Pour Mama Jo, la vie ralentissait avec grâce. Ses mains sont devenues plus raides, ses pas plus délibérés, mais son feu ne s'est jamais atténué. Les enfants frappaient encore à sa porte pour des friandises du dimanche. Les adolescents lui demandaient encore conseil lorsque le monde devant leur fenêtre tournait trop vite. Elle n'a jamais verrouillé sa porte. Elle n'a jamais cessé d'écouter. Elle n'a jamais cessé de croire qu'un seul acte de miséricorde pouvait changer tout l'arc de la vie d'une personne. Et même si elle ne le savait pas encore, ni complètement ni clairement, son nom était déjà prononcé dans des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés. Dans les salles de classe et les salles d'audience, les histoires et les discours chuchotés par un homme qu'elle avait autrefois nourri avec de la soupe et enveloppé dans une couverture afghane. Mama Jo avait cru en lui avant qu'il sache croire en lui-même. Et ce genre de croyance, une fois implantée, ne se contente pas de se développer, elle s'épanouit en héritage. C'était un matin de printemps, clair et clair. Le genre de matinée où tout semblait fraîchement lavé par la pluie et où les promesses flottaient doucement dans l'air. Mama Jo était assise à la table de sa cuisine, au même endroit que d'habitude, de la vapeur s'élevant de sa tasse de café Cori, ses mains enroulées doucement autour de la chaleur. Elle bougeait plus lentement maintenant. Ses articulations lui faisaient souvent mal, et sa respiration était parfois saccadée lorsqu'elle montait les marches du porche. Mais elle refusait de laisser l'âge la rendre petite. Le monde avait changé autour d'elle. Les voisins ont déménagé. Les enfants ont grandi. Les magasins ont fermé et rouvert comme autre chose. Mais elle est restée enracinée comme le chêne de son jardin, dont les branches s'étendaient plus loin même si son tronc s'est dégradé. Ce matin-là, elle triait une pile de vieilles enveloppes. Certains étaient des projets de loi, d'autres des circulaires qu'elle n'avait jamais lus. Mais l'un d'entre eux a attiré son attention. Une épaisse enveloppe de couleur crème sans adresse de retour, juste son nom écrit avec la même écriture nette qu'elle n'avait pas vue en personne depuis des années, mais qu'elle pouvait reconnaître les yeux bandés. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, soigneusement pliée. En haut, gravé à l'encre d'un bleu profond, se trouvaient les mots tribunal de district des États-Unis. Elle fit une pause, le souffle coupé. En dessous, une lettre brève, mais saturée de quelque chose de lourd et de sacré. Chère maman Jo. Demain, je prête serment en tant que juge fédéral. Il y aura des caméras, des journalistes, des discours.
On m'a demandé de parler de mon parcours, de raconter l'histoire qui m'a conduit à ce banc. Je vais. Mais je voulais que tu dises ces mots en premier, parce que rien de tout cela le titre, la robe, la loi n'est à moi sans toi. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as nourri alors que j'avais faim de plus que de la nourriture. Vous m'avez donné un nom auquel il vaut la peine de répondre. Vous êtes la raison pour laquelle je me tiens là où je suis, non pas en tant que survivant, mais en tant qu'homme à qui nous appartenons. Et demain, quand ils me demanderont qui m'a aidé à me construire, je dirai ton nom à haute voix pour que le monde le sache aussi. Je t'aime, maman. Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours. Ton fils, Nathan. La lettre trembla dans sa main lorsqu'elle la posa sur la table. Ses yeux, maintenant humides du poids du souvenir, se dirigèrent vers la fenêtre. Elle n'avait besoin de rien d'autre à ce moment-là, ni applaudissements, ni récompenses, ni défilé. Son cœur était plein d'une manière qui ne laissait aucune place au regret. Elle avait toujours cru aux petites choses, des repas chauds, des oreilles attentives, un endroit où reposer ses pieds. Et maintenant, une de ces petites choses était devenue quelque chose de puissant. Elle pouvait imaginer Nathan dans son esprit, grand et sûr de lui, debout devant une pièce remplie de gens qui s'accrocheraient à chaque mot qu'il prononçait, ignorant que la chose la plus forte dans cette pièce était le souvenir d'une vieille femme de Géorgie qui, un jour, versait de la soupe dans un bol ébréché et disait « Tu es en sécurité maintenant ». Et puis est venue la diffusion. Il a été diffusé à l'échelle nationale, diffusé en ligne, partagé dans les flux et les titres. Mama Jo ne possédait pas d'ordinateur, mais le fils de son voisin, Jamal, a apporté son ordinateur portable et l'a installé directement sur sa table basse. « Vous devez voir ça, Miss Jo », a-t-il dit, souriant comme s'il était au courant d'un secret qui était sur le point d'éclore. Elle s'assit debout, les mains jointes, tandis que l'écran clignotait et qu'un sceau apparaissait. Le sceau du tribunal de district des États-Unis. Puis Nathan apparut, plus âgé maintenant, élégant dans sa robe noire, les épaules larges, la voix aussi grave et ferme que l'Évangile. Son discours a commencé par les honneurs habituels, les hochements de tête attendus. Mais ensuite, sans pause ni honte, il leur a parlé d'elle. Il leur a raconté une nuit, il y a longtemps, où un garçon brisé avait frappé à la porte d'un étranger et avait été accueilli non pas par des soupçons, mais par de la soupe, du silence et de l'amour. Il leur a dit son nom, Joséphine Bellamy. Maman Jo à tous ceux qui l'ont connue. La femme qui ne m'a pas sauvé la vie une seule fois, elle l'a sauvée chaque jour en me rappelant que je comptais. La caméra a capté des murmures dans la foule, certaines personnes refoulant leurs larmes. Continua Nathan, sa voix inébranlable. Nous parlons de justice comme si c'était une institution. Mais pour moi, la justice a commencé avec les mains d'une femme de 72 ans qui tenait les miennes fermement au-dessus d'un pot de gombo. Elle m'a appris à quoi ressemblait la dignité, à quoi ressemblait la miséricorde et ce que signifiait appartenir. Maman Jo n'a rien dit. Pas même lorsque son nom retentissait dans cette salle d'audience de marbre. Elle resta assise tranquillement, sa main posée sur sa poitrine comme si elle essayait de retenir la houle de quelque chose de plus grand que sa respiration. Le garçon voisin renifla. « Tu es célèbre maintenant, taquina-t-il, et elle sourit doucement. « Bébé, elle a murmuré, je suis devenu célèbre pour le seul cœur qui ait jamais compté. » Mais Nathan n'avait pas fini. Le lendemain matin, alors que la rosée s'accrochait encore à l'herbe et que les oiseaux criaient depuis les arbres, une voiture s'est arrêtée dans son allée, une élégante berline noire, aux vitres teintées, silencieuse comme un murmure. La porte s'ouvrit, et il était là, plus grand, plus gris au niveau des tempes, mais toujours Nathan, toujours le sien. Elle ouvrit la porte moustiquaire avant même qu'il ne frappe. Il n'a rien dit au début. Il monta simplement les marches, enroula ses bras autour de sa silhouette fragile et s'accrocha comme s'il s'ancrait à la terre. « Je suis rentré à la maison, murmura-t-il. Je ne suis pas là pour te rendre visite, maman. Je suis là pour rester. Si tu veux de moi, je veux prendre soin de toi maintenant. » Et juste comme ça, sans tambour ni trompette, la porte qui s'était ouverte autrefois pour sauver un garçon s'est à nouveau ouverte pour accueillir chez lui un homme qui avait tenu sa promesse, un homme qui n'avait jamais oublié la main qui lui nourrissait non seulement de la nourriture, mais aussi de l'espoir. Et Mama Jo, maintenant plus âgée que la plupart des autres, se pencha dans ses bras et murmura « Ça t'a pris assez de temps, bébé. » Un soir, le ciel brillait de rose avec un silence crépusculaire, Nathan la trouva reposante dans son fauteuil à bascule, enveloppée dans une douce couette qu'elle avait cousue des années auparavant, la respiration lente, son sourire à peine visible sous les yeux doucement fermés. Le jasmin devant la fenêtre avait commencé à fleurir au début de cette année-là,
et son parfum flottait à travers la vitre craquelée comme un souvenir de retour à la maison. Nathan s'assit à côté d'elle, avec une révérence silencieuse dans chaque mouvement, et lui prit la main, sentant à quel point elle était devenue fragile, à quel point le temps avait éclairci sa peau mais jamais son esprit. Il n'a pas parlé tout de suite. Il se contenta de la regarder, mémorisant l'angle de sa mâchoire, les vagues argentées de ses cheveux, le doux rythme de sa poitrine. Puis, d'une voix à la fois ferme et pleine de douleur, il dit « Maman, j'ai réfléchi. Ce n'est pas suffisant pour moi de lui rendre visite. Plus maintenant. » Elle remua, ses yeux s'ouvrirent, et elle sourit en le voyant. Pas surprise, juste paisible, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. « Je suis là maintenant, continua-t-il, la voix basse. Et je veux que ce soit officiel. Je sais que je suis adulte, mais je veux que tu sois ma mère. Pas seulement dans mon cœur, de non, en tout. » Ses yeux brillèrent alors, non pas de choc, mais de quelque chose de plus profond, la reconnaissance, la gratitude, un amour si vieux qu'il n'avait pas besoin de mots pour s'élever. Sa main serra la sienne juste un peu plus fort, son pouce traçant ses jointures comme elle l'avait fait quand il était un garçon trop effrayé pour dormir. « Tu l'as toujours été, mon fils, murmura-t-elle, à peine plus fort que le craquement du parquet. Dès le moment où tu as frappé, bébé. » Nathan se pencha en avant et l'embrassa sur le front, une promesse scellée non pas par une cérémonie, mais par du sang qui n'avait rien à voir avec la lignée. Cette nuit-là, sous le même toit où leur histoire avait commencé, Nathan déposa les documents qui rendraient l'histoire vraie sur papier. Ce qui était depuis longtemps vrai en esprit, il signa son nom avec révérence, Joséphine Bellamy, désormais sa mère par choix. Elle n'avait pas besoin du titre légal, mais il le lui a quand même donné. Non pas pour changer qui elle était, mais pour l'honorer pour tout ce qu'elle avait toujours été. Et à partir de ce moment-là, il l'a appelée maman sans hésitation, sans explication, juste la vérité.